érkezők tömegei veszélyt jelentenek az életformánkra, a kultúránkra, a szokásainkra és a keresztény hagyományainkra. Bernard Gauthier, le Parti citoyen au pouvoir, à part le fait que vous en êtes le chef et le premier porte-parole, on en sait très peu. Êtes-vous souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite? Personnellement, Bernard Gauthier est un souverainiste jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est du parti, moi, j'aime pas qu'on m'appelle le chef. Puis de toute manière, je suis pas le cerveau de tout ça. Moi, que je sois en désaccord ou pas, je viens de vous le dire, c'est un parti qui appartient aux citoyens. Mes idées à moi, c'est mes idées. Je peux les proposer. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de ligne de parti. Il n'y a pas d'histoire de baillon et de loi matraque. Y a-t-il un programme? Oh, oui, il y a un programme. Il est presque complété. Moi, c'est sûr, gars, je vais être le porte-parole, puis ils m'ont offert le porte-parole. Je suis pas le cerveau là-dedans, je suis pas vraiment un politicien, sauf que j'aimerais vraiment que ça change. Moi, je pense beaucoup à nos enfants et notre relève. On va parler d'immigration. Je vous cite en 2015 sur votre page Facebook à l'endroit des réfugiés syriens que comptait accueillir le Québec. Moi, sauver des étrangers au détriment des miens, bien, il n'y en est crissement pas question. On est assez dans la marde comme ça pour en rajouter. Vous trouvez qu'il y a trop d'immigrants au Québec? C'est sûr que tantôt, il va en avoir trop. Si on ne fait pas quelque chose... Là. Les immigrants, premièrement, je ne suis pas contre. Dans la forme que ça s'était avant. Là, ils nous arrivent avec des mouvements de masse. C'est pas rassurant. Des immigrants, on en a chez nous, que ça fait 30-33 ans qu'on connaît. Du maudit bon monde, du sacré bon monde. Ils ont payé leurs impôts, leurs taxes, puis ils ont contribué. C'est du bon monde, pas de problème. Mais là, quand ça arrive avec une masse comme ça, il y a un questionnement, là. On a beaucoup de monde qui souffre au Québec. Je viens de vous dire qu'on a du monde qui travaille à l'année et qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires. Si ton frère ou ton enfant est dans la misère, tu vas-tu aider ton enfant avec d'aider quelqu'un qui vient de l'extérieur, même s'il fait extrêmement pitié? C'est dans ce sens-là que je le dis. Moi, je suis accueillant envers l'humanité entière. Moi, l'humanité entière, c'est mes frères. Mais faites-moi pas chier. Pompez-moi pas l'air. Moi, c'est la seule place au monde où je suis chez nous, c'est ici. Alors moi, je suis chez nous. Faites pas chier. De reste, moi, je vous aime, puis je vais vous accueillir n'importe quand. A 2009 study by the Organization for Economic Cooperation and Development found that 11 of the 12 countries with the highest levels of discrimination against women were Muslim-majority countries. Amazingly, Muslim preachers in the West insist that Islam promotes equality and women's rights. Some even declare that Muhammad was a feminist, perhaps the greatest feminist who ever lived. Why do these preachers spout such shameless nonsense? Moi, je suis accueillant envers l'humanité entière. Moi, l'humanité entière, c'est mes frères. Mais faites-moi pas chier. Pompez-moi pas l'air. Moi, c'est la seule place au monde où je suis chez nous, c'est ici. Alors moi, je suis chez nous. Mais l'ouverture de la chancelière Merkel crée un appel d'air. Le flux des migrants atteint des proportions que presque tous avaient sous-estimées. L'Allemagne verra 1 million de nouveaux arrivants déferler sur son sol. Ce ne sont pas tous les Allemands qui ouvrent les bras. Avant même la crise de 2015, dans plusieurs villes d'Allemagne, Pegida, les patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident, rassemblent semaine après semaine des dizaines de milliers de manifestants contre l'islamisation de leur pays. Praxis in Bananenrepubliken. Tatiana Festerling est la passionnariat du mouvement Pegida. En Allemagne, on parle souvent des Guten Menschen, des bonnes âmes. Un très grand nombre de musulmans immigrent illégalement en Allemagne. Selon nous, les principaux courants de l'islam ne sont pas compatibles avec la culture allemande. Disparaître,
avec 5,5 % de musulmans dans le pays, cette angoisse, celle du remplacement de la population européenne par une population un jour à majorité musulmane, est tout de même bien présente dans les esprits. Ici, on ne trouvera pas de viande halal. Je n'en veux pas. C'est clair, net et précis, ça suffit le halal. Ici, ça n'a pas sa place. Je n'ai pas envie de femmes voilées dans les halles, je n'ai pas envie de cuisine halal. J'ai envie de redire qu'on est ici chez nous. Cet ancien journaliste, qui a été fondateur et président de Reporters sans frontières, a fait transformer le magazine officiel de la municipalité en pamphlet. Et il a lancé cette campagne qui va soulever un tollé en France. Ceux qui doivent arriver, ce sont 40 demandeurs d'asile que l'État français cherche à relocaliser et non sans peine à répartir dans différentes municipalités. Une campagne d'opposition dans plusieurs villes est orchestrée par le Front national. Parce que c'est 40 migrants de plus. C'est 40 migrants de trop. Pardon, dans une ville où il y a une telle population d'origine immigrée, où il y a déjà 2 centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, oui, il y a trop d'immigration dans les villes. Il y a des seuils de tolérance. Quels sont les seuils d'immigration avec lesquels une société peut vivre? La France sera une république islamique. Nous vivons et ne le serons jamais. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Marine Le Pen a chassé son père du parti qu'il avait fondé. Aujourd'hui, quelqu'un aurait des propos antisémites à l'intérieur du Front national, qu'est-ce qui arriverait? Il serait exclu du Front national. De la manière la plus claire qui soit. Enfin, c'est la même politique que j'ai menée, moi, depuis que je suis arrivé à la tête du Front national. Et est-ce que cette rigueur-là, elle serait applicable, par exemple, à l'islamophobie? Mais je ne sais pas ce que c'est l'islamophobie. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je note que cette islamophobie est un concept qui a été utilisé pour empêcher les gens comme moi de lutter contre le fondamentalisme islamiste. Quran verses every woman should know. Verse 282 of the Quran is an outrageously long verse dealing with contracts. But there's an interesting part in the middle that says, "And get 2 witnesses out of your own men, and if there are not 2 men available, then a man and 2 women, such as you agree for witnesses, so that if one of the 2 women, errs, the other can remind her. If 2 men aren't available as witnesses, then get a man and 2 women." Here we find the Islamic principle that the testimony of a woman is worth half the testimony of a man. Why is this? Muhammad explains in Sahih al-Bukhari 2658. The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind." The testimony of women is unreliable because women are, by nature, stupid. These teachings of Allah and Muhammad, combined with other problematic teachings, such as the need for 4 male witnesses if you're accusing someone of sexual sin, have made it enormously difficult for Muslim women to testify against men in court. According to the New York Times, human rights workers have noted that as many as half of the women who report being raped in Pakistan are charged with adultery. Ces chroniques sont le reflet du grand réalignement de l'opinion qui accourt en France. Le souci d'une immigration mal contrôlée, l'appel au retour des frontières et le rejet de la mondialisation. Les gens de gauche devraient comprendre que l'État national, ça protège en général les plus démunis dans une société. Ça peut les protéger d'une mondialisation effrénée, d'une immigration qui n'est pas contrôlée et d'un islamisme aussi qui se veut universel. Second, in Surah 2, verse 223, Allah says, "Your wives are a tilth for you, so go to your tilth when or how you will." We don't use the word tilth much nowadays. A tilth is a patch of ground that you plow so you can sow your seed. The Quran says that women are a tilth that you approach whenever and however you want.
The historical background to this verse, according to Sunan Abu Dawud 2158 and 2159, which you can read by clicking the link in the description box, is that when Muslims moved to Medina, they began marrying women from Medina, and the women of Medina didn't want to have sex in certain positions. One woman told her husband not to come near her if he wanted sex in these positions. Let's read what happened. This tribe of the Quraysh, that was Muhammad's tribe, used to uncover their women intensely and seek pleasure with them from in front and behind and laying them on their backs. When the Muhajirun, the Muslim immigrants, came to Medina, a man married a woman of the Ansar. He began to do the same kind of action with her, but she disliked it and said to him, "We were approached on one side, i.e. lying on our backs. Do it so, otherwise keep away from me." This matter of theirs spread widely, and it reached the Apostle of Allah. So Allah, the Exalted, sent down the Quranic verse, "Your wives are a tilth to you, so come to your tilth however you will," i.e. from in front, from behind, or lying on the back. So a woman says, "I refuse to have sex in these positions." Allah's response to her husband is, "She's your tilth, your field for sowing your seed. Plow her however you want." Muhammad obviously took this verse seriously, since he made it clear that when a man wants sex, a woman has to drop whatever she's doing and satisfy him. In Sunan Ibn Majah 1853, Muhammad declares, "No woman can fulfill her duty towards Allah until she fulfills her duty towards her husband. If he asks her for intimacy, even if she is on her camel saddle, she should not refuse." In Jami at-Tirmidhi 1160, Muhammad adds, "When a man calls his wife to fulfill his need, then let her come, even if she is at the oven." La présence de notre équipe inspire Florian Philippot. Il se revendique de la mémoire de De Gaulle et se définit comme un souverainiste. Sur un mur de son bureau, ce drapeau qu'on peut difficilement rater. Là, ce sont des amis québécois que Marine Le Pen a rencontrés lors de son déplacement, qui étaient de jeunes militants au PQ et qui sont venus nous voir après la visite de Marine Le Pen au Québec. Les mêmes qui parlent de souverainisme parfois au Québec sont les mêmes qui acceptent le recul du français, le recul de la culture québécoise. Third, some women aren't as quick to obey their husbands as Allah and Muhammad demand. So what are Muslim men supposed to do about rebellious wives? Allah answers in Surah 4, verse 34. Men are in charge of women because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property for the support of women. So good women are obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart and scourge them. Then, if they obey you, seek not a way against them. If your wife doesn't obey you, you warn her, banish her to a separate bed, and beat her until she does what you say. Should we be surprised that, according to a study by Human Rights Watch, more than 85% of Afghan women are victims of physical, sexual, or psychological violence or forced marriage, and that more than 60% are victims of multiple forms of violence? According to Allah and Muhammad, women are stupid. They're the property of men and have to submit themselves fully to their husband's sexual whims. Those who don't are to be beaten into submission. Numerous studies show the real-world impact of these teachings, and yet we're told by politicians, reporters, and Muslim groups that the discrimination against women in Muslim countries has nothing to do with Islam. Unfortunately for Islam's defenders, this discrimination against women was clear during the time of Muhammad. In Sahih al-Bukhari 5825, Muhammad's child bride Aisha sees a woman whose Muslim husband beat her so severely her skin turned green. Aisha takes the woman to Muhammad and says, "I have not seen any woman suffering as much as the believing women. Look, her skin is greener than her clothes." This is Aisha, Muhammad's favorite wife, who's called the mother of the faithful, saying that Muslim women were being treated worse than pagan women. Why were Muslim women being treated so horribly? Here's why. And if you're expecting Muhammad to punish the man
who beat his wife until her skin turned green, you haven't been listening. Muhammad rebuked the woman for being a bad wife. So Muslim women were viciously oppressed in the earliest Muslim community, and here we are 14 centuries later, and the situation hasn't changed. Why hasn't it changed? Because many Muslim communities today take that first Muslim community as their model. They take the teachings of Muhammad and the Quran as authoritative. If we want to see lasting change in our lifetimes, we have to challenge the pattern laid down by Muhammad and the Quran. So learn these 3 verses, share them with your friends, share the video. La méfiance à l'endroit des musulmans est légitime parce que la menace terroriste existe. Elle est réelle. L'événement cette année est l'occasion d'entendre Christian Rioux célébrer le retour de l'identité nationale. Il ne se passe pas une journée sans qu'on se porte à la défense de l'identité homosexuelle, musulmane, autochtone, lesbienne, montréalaise, maghrébine et même queer. Mais l'identité québécoise, excusez-moi, n'est pas l'égale de toutes celles que je viens de nommer. Le multiculturalisme, à mon avis, c'est effectivement une politique qui délite la société, quand c'est érigé au plan politique, c'est quelque chose qui détruit la société. J'étais celui, lorsque Marine Le Pen est venue, qui est intervenu auprès de Pierre-Carl Péladeau pour dire il faut en aucun cas la rencontrer, il était d'accord avec moi, il faut dénoncer des individus qui sont membres du Parti québécois et qui la rencontrent. Si vous êtes des partisans de Marine Le Pen, vous n'avez pas votre place au Parti québécois. Alors peut-être qu'aujourd'hui Jean-François Lisée parle différemment, mais il se trouve que sa base avec laquelle je suis en contact permanent, sa base nous reconnaît comme des interlocuteurs valables et crédibles. C'est un problème sans doute qui est lié à l'élite, à l'establishment, à l'établissement du Parti québécois. Moi je vais vous rappeler, de très loin nous avons vu la victoire de Jean-François Lisée, que nous félicitons encore d'ailleurs, qui a gagné je crois sur une ligne assez anti-immigration, qui questionnait l'immigration au Québec et au Canada, plus particulièrement au Québec, et qui questionnait aussi le rôle de la laïcité face à l'islam radical, bien entendu. Eh bien, je crois que finalement, nous avons des valeurs qui sont à peu près les mêmes. Mesdames et messieurs les députés, fin août, Angela Merkel ouvrait largement les frontières allemandes de migrants et déclarait souhaiter en accueillir 800 000. 15 jours plus tard, la chancelière allemande se heurtait au mur de la réalité. Elle était alors obligée de faire un impressionnant tête-à-queue en suspendant Schengen et en envoyant des policiers à ses frontières pour arrêter l'afflux de clandestins qu'elle avait déclenché. Messieurs les européistes, vous avez déclenché un phénomène d'appel d'air que vous ne maîtrisez pas et qui va nous submerger. Vous en assumerez la responsabilité devant l'histoire. Cette folie doit cesser tout de suite par une politique ferme et claire à l'australienne pour que le flot se tarisse tant qu'il est encore temps et que ce chaos cesse. Quand vous avez tort, vous essayez de m'empêcher de parler, mais croyez-moi, les peuples européens, eux, m'entendent. Lundi, la réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur sur la crise migratoire dans l'Union européenne a débouché sur un désaccord total entre ceux qui veulent imposer des quotas de migrants et ceux qui refusent. Aussitôt, l'Allemagne, par son ministre de l'Intérieur, a menacé de sanctions financières les récalcitrants. Ce chantage est absolument indécent. Maintenant, c'est le président Schulz, président socialiste, qui fait un coup de force antidémocratique et insupportable avec la complicité du PSE et du PPE en imposant un vote d'urgence. Mais la France, parce que c'est elle qui m'intéresse, pardon, a de très gros problèmes d'assimilation, mais aussi 7 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 1,5 million de foyers qui attendent un logement social. Elle ne peut plus accueillir personne. Il est donc absolument nécessaire d'arrêter définitivement le système Schengen, de laisser chaque pays contrôler ses frontières et chaque peuple faire ses choix librement. Avant vous, l'Europe c'était la paix. Aujourd'hui c'est la guerre d'influence, c'est la guerre économique, les antagonismes et les conflits entre les pays européens. Belle réussite en effet. Je ne vois pas, tout moins pour moi, là, puis je pense que pour mes collègues par ailleurs, là, je ne vois pas qui cultive une peur de l'islam. Mais je note cela dit, qu'on assimile très souvent à l'islamophobie la critique de l'islamisme. Alors, à un moment donné, ces termes en phobie nous empêchent de penser parce qu'ils psychiatrisent toute forme de désaccord sur des doctrines, sur des religions, sur des philosophies.
ici pour rappeler aux chroniqueurs, aux Mathieu Bocoté, aux Martino, aux Christian Rioux, tous ceux qui nous ont divisés, trafiqués, montés les uns contre les autres, vous nous diviserez jamais. Ouvrez les frontières! 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 Le Canada aussi est un pays de rêve pour beaucoup de réfugiés. Je crois que si le Canada s'était trouvé en Europe, la moitié de ceux qui sont venus en Allemagne se seraient retrouvés au Canada. Les yeux sont aujourd'hui rivés plus que jamais sur ce pays qui semble aller à contre-courant. Je pense que ce Canada en reviendra. Voilà. Je pense qu'il n'échappera pas à cette révolution mondiale qui est en train de se répandre. Et lorsque les Canadiens auront bien souffert, je veux dire, de la politique menée par M. Trudeau, ils diront bon, c'est bon, on a testé et ça ne nous va pas. Une chose est sûre, la trêve qui a suivi l'attentat de Québec a été de courte durée. La tranchée entre musulmans et vigilants continue de se creuser. That you would impeach George W. Bush for getting into the Iraq War? I think he was a disaster, and I think it was one of the worst decisions ever made. He has totally destabilized the Middle East. Had Saddam Hussein still be in charge, you wouldn't have the problems that you have right now. I mean, if you had Gaddafi, if you had Saddam Hussein, if you had... Look at the migration. And now they're talking about taking 200,000 people, and you know what that's costing? Billions of dollars. No documentation. We have no idea where they come from. We have no idea who they are. And the one thing I notice, and I say it to everybody, I look at the migration, they're all young. I mean, there's so many young, strong men. À chaque fois qu'on parle avec un apologiste de l'islam ou bien un musulman et qu'on dénonce le djihad, presque immédiatement il nous rétorque « Et les terribles croisades, hein ?» Moralement, elles justifient le djihad et nous sommes aussi mauvais qu'eux. Alors évitons de parler du djihad, ok? Parlons des croisades. Eh bien, ce dont je voudrais vous parler, ce sont des faits. Il se trouve que j'ai consacré du temps à compiler des travaux et à créer une base de données de 548 batailles menées par l'islam. Les batailles du djihad contre la civilisation classique. Il ne s'agit pas de toutes les batailles, il n'y a pas celles de l'Afrique et de l'Inde, de l'Afghanistan et du reste. Ça concerne principalement les batailles contre la civilisation de Rome et de la Grèce. Donc, 548 batailles c'est beaucoup, et c'est même trop pour comprendre. Alors j'ai conçu une carte dynamique des batailles avec un plan de la Méditerranée, et les points blancs désignent une nouvelle bataille par période de 20 ans. Ainsi, à chaque fois que l'écran change, ce sont 20 ans qui se sont écoulés. Les points blancs deviennent rouges pour montrer l'évolution. Ça peut sembler un peu déroutant, mais en la regardant, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Et ça démarre. L'islam surgit de la péninsule arabique et commence immédiatement à attaquer le Moyen-Orient. Remarquez qu'il ne lui faut pas longtemps pour traverser la Méditerranée et attaquer le sud de la France et l'Espagne. Remarquez autre chose, quand ils pensent à l'islam, la plupart des gens pensent aux Arabes. Ils pensent au désert. Et pourtant, on voit que l'islam projette sa puissance à travers tout le monde méditerranéen. Voyez comment les petites îles sont pilonnées. La marine musulmane attaque les villes côtières, tue, vole, viole, puis fait des esclaves. À mesure que la carte des batailles se développe, on imagine le flux d'esclaves. Plus d'1 million d'esclaves ont été conduits de l'Europe vers le monde musulman. C'est une chose à laquelle on pense peu, mais qui est absolument vraie. Il y a plus de 200 batailles rien qu'en Espagne. On peut voir également sur la côte est en Turquie que l'islam essaye de percer en Europe. Maintenant, ce qui va se produire est qu'en Espagne, après un combat continuel qui durera 400 ans, les chrétiens parviennent à repousser les musulmans. Mais dans le même temps, ce qui s'est passé à l'Est, c'est la chute de Constantinople. Et c'est au tour de l'Europe de l'Est d'être assaillie. Le djihad arrive maintenant en Europe de l'Est.
Il est à présent rayé de l'Espagne, l'Afrique du Nord est complètement islamisée, tout comme le Moyen-Orient. Tout ça, c'est du djihad. Implacable djihad. Et pourquoi est-il si implacable? Eh bien, Mahomet était implacable dans son djihad. Et ces gens sont de bons étudiants en islam. Ainsi, il s'agit de djihad contre les koufars, encore et encore. Il était coutume que lorsqu'un sultan arrivait au pouvoir, il se lança immédiatement dans de nouvelles guerres, pour qu'il puisse être noté dans l'histoire islamique à quel point il avait bien combattu les koufars. Voilà à quoi ressemblait le djihad après cette période. 548 batailles. Mais souvenez-vous, quand on met en cause le djihad, les gens opposent les croisades. Alors j'ai aussi préparé une carte dynamique de tous les raids offensifs menés par les croisés. Jetons un œil pour comparer. Ça commence ainsi. Les croisés entrent en Turquie et dans le Moyen-Orient. Les batailles continuent. Mais ne sont-elles pas bien moins nombreuses que vous le croyez? Et voilà, les dernières batailles sont finies et les croisades s'arrêtent ici. Maintenant, nous pouvons parler sur des faits. Oui, il y a eu des croisades, mais elles se sont finies depuis des siècles alors que le djihad est pratiqué aujourd'hui encore. Le djihad nous accompagne depuis 1400 ans. Il n'y a aucune comparaison entre le djihad et les croisades, et certainement pas une comparaison morale. Et quand vous regardez les croisades, souvenez-vous que dans un sens, toutes les croisades étaient des guerres défensives. Pourquoi? Comme nous l'avons vu sur la première carte, c'est l'islam qui vint conquérir le Moyen-Orient depuis l'Arabie. Un Moyen-Orient chrétien. Donc les croisés essayaient de libérer leurs frères et sœurs chrétiens du djihad. Alors c'est moralement incomparable. La motivation des croisés était de libérer les chrétiens. Celle du djihad était d'asservir les koufars. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler de « Oh, ces affreuses croisades », parlez des faits. Faites-lui comprendre, tu vois, tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles.